Contrairement à ce que la propagande de Trump nous dit et à ce que beaucoup de gens croient, les étrangers ne sont pas responsables du déficit commercial. Les étrangers ne volent pas les États-Unis. Le déficit commercial est créé par les Américains. Les Américains dépensent plus que le produit national brut, et pour compenser cette différence, nous devons avoir un déficit commercial. Le déficit commercial est un chiffre négatif. Les dépenses sont positives. Elles dépassent ce chiffre positif du PIB. Pour que cette identité soit équilibrée, il faut un chiffre négatif. Et ce chiffre négatif, c'est la balance commerciale. Donc le déficit commercial s'avère en réalité, premièrement, une variable politique sans importance à laquelle personne ne devrait vraiment prêter attention aux États-Unis. On ne devrait pas en faire tout un plat parce qu'il est en fait produit par les Américains. Wow, et c'est bénéfique pour les Américains. Parce que pourquoi? Nous pouvons le financer très facilement. Pourquoi? Comment le finançons-nous? Nous exportons un excédent d'actifs américains, obligations, actions. Les étrangers les achètent, ils envoient leur capital, et c'est ainsi que tout cela est financé. Mais les gens ne comprennent pas ces notions de base. Ils s'en mêlent les pinceaux et se retrouvent confus parce qu'ils ne prêtent pas attention à des identités comptables très simples et ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le système. Donc, les droits de douane ne feront rien d'autre que de fausser le commerce. Ils vont fausser le commerce et l'approvisionnement des importations qui alimentent le commerce ou qui compensent le déficit commercial. L'origine de cet approvisionnement sera différente selon qui est le plus touché par les droits de douane. Si tous les droits de douane sont imposés à la Chine, nous importerons moins de Chine et davantage d'un autre pays. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais j'aimerais l'aborder sous un autre angle, car je reçois beaucoup de commentaires lorsque je publie une vidéo sur les droits de douane. Beaucoup de gens disent « Eh bien, les droits de douane serviront à ramener l'industrie manufacturière. » Et je sais que vous avez déjà évoqué les causes profondes pour lesquelles les droits de douane sont une mauvaise idée, mais quelle serait votre réponse à ce commentaire? Ça n'arrivera tout simplement pas. Vous savez, chaque fois qu'on pose la question à un président, récemment, j'ai lu un article intéressant du professeur Krugman sur son Substack, et Krugman a expliqué pourquoi. Krugman, bien sûr, est un démocrate, plutôt à gauche. C'est un économiste, lauréat du prix Nobel, un économiste très célèbre. Et il parle du commerce, qui est justement le domaine pour lequel il a reçu son prix Nobel. Donc il sait de quoi il parle. Il explique essentiellement ce que je vous dis. Il l'a expliqué d'une manière légèrement différente, mais ce sont les mêmes identités. Il entre dans les identités et passe tout en revue. Mais l'anecdote intéressante qu'il a racontée, c'est que lorsque Clinton a été élu président pour la première fois, certains des grands pontes de l'économie du Parti démocrate sont descendus à Little Rock pour voir Clinton. Et Krugman faisait partie de ce groupe. Donc, Clinton a posé à Krugman exactement la question que vous m'avez posée. C'était exactement la même question. Et Krugman lui a donné exactement la bonne réponse. Il a dit « Ne t'en fais pas. Tu ne vas pas ramener l'industrie manufacturière telle qu'on l'avait pendant la Seconde Guerre mondiale ou à n'importe quelle époque lointaine que tu veux évoquer. Les choses changent. Et les choses changent comme elles l'ont fait pour l'agriculture. Au tournant du XXe siècle, en 1900, la plupart des gens travaillaient dans l'agriculture, dans des fermes. Aujourd'hui, presque plus personne ne le fait. Mais la production agricole est en plein essor. Et comment cela se fait-il? Eh bien, c'est possible parce que l'agriculture est très productive. Chaque personne travaillant aujourd'hui dans une ferme produit bien plus qu'une personne en 1900, ou même que lorsque j'étais enfant et que je travaillais dans les fermes
dans les années 1950. Aujourd'hui, si vous allez dans l'Iowa, là où j'ai grandi, c'est incroyable. Je veux dire, on voit ces énormes tracteurs. Tout est informatisé, tout fonctionne avec le GPS et tout le reste. C'est un autre monde. Cela n'existait pas quand j'étais enfant. Ou prenez mon père. Mon père, qui est né en 1919, a bien sûr grandi à la ferme. Il me racontait des histoires sur la façon dont il ramassait le maïs à la main. Ils n'avaient même pas de cueilleuse à maïs. Ils avaient des chevaux qui tiraient une charrette. Et les gars ramassaient le maïs à la main. Eh bien, quand je suis arrivé, ils avaient des cueilleuses à maïs, des cueilleuses à 4 rangs, beaucoup plus productives, et ainsi de suite. Maintenant, ils ont des machines à 12 rangs, et ils égrènent automatiquement le maïs directement dans le champ avec une moissonneuse-batteuse et tout le reste. Et tout cela se fait en une seule fois. D'ailleurs, mes amis avec qui j'ai grandi, c'est très capitalistique. Il n'y a presque pas de main-d'œuvre, mais il y a beaucoup de capital investi. Et ces moissonneuses-batteuses à 12 rangs coûtent plus d'1 million de dollars pièce. C'est du sérieux. Donc, c'est de la fabrication. Alors, comment cette histoire agricole se retrouve-t-elle dans l'industrie manufacturière? Eh bien, notre production manufacturière augmente, la production augmente, la valeur de la production augmente, mais le nombre d'ouvriers dans l'industrie diminue. Pourquoi? Parce que la productivité augmente, l'automatisation progresse, il y a plus de robots. Le jeu change complètement et de façon dynamique en permanence. Absolument. Et c'est pourquoi il est important d'avoir un commerce mondial qui fonctionne réellement bien, ainsi qu'une coopération internationale où les choses peuvent être produites en Chine ou ailleurs dans le monde, si cela n'a pas de sens de les fabriquer ici, sur le territoire national, en raison des coûts de main-d'œuvre élevés, des coûts d'intrants importants et des réglementations en vigueur. Ce sont donc tous des éléments qui devraient probablement être pris en compte dans la discussion plus large sur la possibilité même de relocaliser la production industrielle et bien sûr sur la possibilité de le faire en utilisant des droits de douane. Comme vous l'avez mentionné, les choses évoluent et utiliser les mêmes cadres qui fonctionnaient il y a 40, 50 ans ou même il y a 10 ans ne garantit pas que nous obtiendrons les mêmes résultats positifs. Eh bien, absolument. Et une façon d'y penser, les gens pensent que les économistes, si vous lisez un livre d'économie, il y aura toujours une expression là-dedans, les gains du commerce. Eh bien, cela peut être soit au niveau national, entre toi et moi qui échangeons quelque chose, Lena, soit au niveau international, entre un Américain et un opérateur chinois. Donc ce ne sont pas les pays, d'ailleurs, qui commercent entre eux. Ce sont les individus et les entreprises qui commercent entre eux. Maintenant, que sont les gains du commerce? Prenons un exemple simple. Disons que tu me vends quelque chose et que je l'achète. Alors, quels sont les gains du commerce? Eh bien, les avantages sont que vous ne me vendriez pas ce produit si vous n'en tiriez pas profit. Et je ne l'achèterai pas si je n'en tirais pas profit non plus. Donc vous y gagnez, j'y gagne. C'est ça, les gains du commerce. Maintenant, si le gouvernement intervient et nous impose une taxe sur cet échange, par exemple une taxe de vente si c'est domestique, si vous étiez russe ou autre, et que vous me vendiez quelque chose, alors on pourrait avoir un tarif douanier, mais c'est la même chose qu'une taxe de vente. Et qu'est-ce que cela fait? Cela retire une partie des gains du commerce entre vous et moi et donne cet argent au gouvernement. Donc il y a toujours des gains à échanger. Toute personne qui échange avec une autre, l'acheteur y gagne et le vendeur y gagne. Sinon, il n'y aurait pas de commerce. Donc il y a des gains. Et une fois que le gouvernement intervient, il peut le faire. S'il s'agit d'un échange intérieur, il peut le faire avec une taxe sur la vente ou une taxe d'accise, une sorte de taxe intérieure. Ou si c'est un acheteur et un vendeur étranger,
Alors nous avons des droits de douane qui entrent en jeu, ou ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent instaurer des barrières non tarifaires ou imposer des quotas et dire par exemple que Lena et Hank ne peuvent commercer qu'en quantité limitée. Vous pouvez échanger librement 10 unités, mais si vous passez à 11, un quota s'applique et vous ne pouvez pas en échanger 11. C'est à cela que sert un quota. That's what a quota does.